Bonjour à tous. Alors bon, je vais essayer de vous tenir réveillés en ce début d'après-midi. Donc je suis Lucie Beson, je suis en thèse CIFRE avec EDF, IRSTE à Grenoble et le MNHN. Et là, je vais vous présenter une partie de mes travaux qui porte sur le développement d'un cadre d'évaluation de la biodiversité pour ensuite déterminer l'équivalence entre les pertes et les gains de biodiversité dans le contexte forcément de la compensation écologique. Alors je commencerai par rappeler un peu de contexte et mes objectifs. Ensuite, je détaillerai les étapes, l'approche que nous avons suivie pour construire ce cadre d'évaluation, étape par étape. Et puis, je finirai par une synthèse et quelques perspectives. Alors, en élément de contexte, ce que je dirais, c'est que depuis la loi de biodiversité de 2016, toute récente, il y a une obligation d'évaluer l'équivalence écologique entre les pertes et les gains de biodiversité qui sont causés par entre les pertes et les gains dans le contexte de la compensation et des mesures compensatoires. Mais cette équivalence, donc comme on l'a vu on l'a pas mal vu au cours de ces 2 journées, elle n'est pas non plus très clairement définie dans ce texte-là, et elle fait plutôt référence à des textes réglementaires qui existaient déjà et qui concernent des composantes de biodiversité plus spécifiques, comme les espèces protégées, les zones humides ou les habitats Natura 2000. Donc, de manière générale, l'équivalence, on peut tous s'accorder à dire que c'est le fait d'amener des gains de biodiversité égaux aux pertes qui sont engendrées par les impacts résiduels significatifs dans un objectif d'absence de perte nette de biodiversité. Bon, et dans le cadre de ma thèse, on a essayé de prendre une définition un peu plus précise de cette équivalence, et celle qu'on a retenue, c'est celle des lignes directrices de la séquence ERC qui était sortie en 2013 et qui stipule que l'équivalence, elle s'appuie sur un ensemble de critères, de méthodes et de processus participatifs, on en a parlé de ces processus, pour évaluer et comparer les pertes écologiques et les gains, afin de concevoir et dimensionner les mesures compensatoires, avec une prise en compte des dimensions écologiques, spatiales, temporelles et même sociales que je ne traiterai pas, moi, dans mes travaux de thèse. Alors, pour évaluer l'équivalence en France, il n'y a pas de méthodologie qui est imposée au niveau national. C'est une pratique qui se fait au cas par cas et qui, du coup, amène à des pratiques hétérogènes qui ne garantissent pas vraiment cet objectif de non-perte nette. Donc le constat, c'est qu'il y a quand même un besoin de cadres méthodologiques standardisés qui soient reconnus et approuvés pour évaluer cette équivalence. Et donc un des premiers travaux que j'ai fait pendant ma thèse, ça a été d'essayer d'évaluer les cadres méthodologiques qui existent et qui sont mis en œuvre à l'étranger pour voir quoi en retirer. Et donc, je vais juste dresser ici 3 grandes conclusions rapidement de cette étude. La première, c'est qu'on a trouvé que finalement, en développant une méthode, on peut mieux prendre en compte les dimensions écologiques, spatiales, temporelles, donc les dimensions de l'équivalence, et notamment développer des approches plus fonctionnelles. Donc ce qu'on a vu aussi, c'est que c'était difficile d'adapter directement une méthode prise et développée dans un autre cadre aux exigences réglementaires et au contexte écologique français. Et cette étude, elle nous a permis de dégager une sorte de structure qui est quand même commune à toutes les méthodes qu'on a pu étudier et sur laquelle on peut se baser pour développer un cadre méthodologique. Donc cette structure, c'est celle-ci, rapidement, elle est un peu simplifiée. Mais donc la biodiversité, elle est évaluée sur le site impacté en gris et le site compensé à 2 pas de temps, avant impact et après impact, ou avant compensation et après compensation. Et donc on donne une sorte de valeur au site grâce, alors c'est compliqué ça, voilà, grâce à une série d'indicateurs de biodiversité ou ce qu'on peut appeler spatial, et pour ensuite calculer des unités de biodiversité qui peuvent être comparées. Et donc moi, là, aujourd'hui, je vais plus m'intéresser à cette partie-là et à cette construction-là de la méthode. Donc mon objectif, d'un point de vue général, c'est de développer un cadre méthodologique qui soit à la fois opérationnel, complet, c'est-à-dire qui prenne en compte toutes les dimensions de l'équivalence, et avec des bases scientifiques.
et qui soit adapté au contexte réglementaire français et au contexte également écologique français. Donc la première étape de la construction de ce cadre méthodologique, ça a été de, comme je montrais sur le schéma avant, définir et choisir des indicateurs pour évaluer la biodiversité et ensuite, à partir desquels on va arriver à déterminer l'équivalence et qui permettent d'avoir une base objective pour déterminer cette équivalence. Donc le développement de ce cadre d'évaluation de la biodiversité, il s'est fait en 4 étapes que je détaillerai ensuite. La première étape, ça a été d'essayer de confronter une vision, de se ramener un peu une vision scientifique de ce qu'est la biodiversité et comment on peut l'évaluer, et de la confronter à au cadre réglementaire français et de voir comment on pourrait lier les deux. Donc déjà d'identifier un peu cette conception scientifique de la biodiversité, on peut le voir comme ça, avec une évaluation qui peut se faire, une diversité qui se fait des gènes aux écosystèmes et aux paysages, et qui pourrait être évaluée selon 3 grandes dimensions, les fonctions, la structure et la composition, dans des patterns spatiaux et temporels. Et donc la réglementation, je ne vais pas bien y revenir, mais parce qu'on en a déjà parlé, mais en gros, il y a différentes briques sur lesquelles on fait plus de focus dans notre contexte réglementaire. Et voilà, l'idée, c'est de savoir comment on arrive à concilier ces deux choses. Donc finalement, notre deuxième étape, elle a consisté à développer un cadre d'évaluation qui arrive au mieux à combiner une bonne évaluation de la biodiversité et les exigences réglementaires qui contraignent son évaluation. Donc là, cette étape 2, elle va être en 3 sous-étapes. La première, ça a été de proposer le fait d'évaluer de façon un peu plus standardisée la biodiversité sur les sites à un périmètre rapproché, donc qui correspond finalement à l'évaluation de la biodiversité dans l'enceinte des sites qu'on a définis administrativement, et une échelle, un périmètre un peu plus élargi, qui permet de prendre en compte l'insertion des sites dans un territoire environnant, et qui ne correspond pas à un périmètre dans lequel on doit trouver des mesures compensatoires. Ça, c'est une autre question. Ensuite, donc la deuxième sous-étape de cette construction d'un cadre d'évaluation, ça a été de proposer que la biodiversité puisse être évaluée à 3 niveaux. Donc d'abord un niveau assez général qui permet de faire un diagnostic de la biodiversité qui est présente sur le site sans spécifiquement cibler un écosystème ou une espèce, mais qui permet d'identifier donc des habitats naturels ou des espèces qui seraient à enjeu. Donc le à enjeu, ça peut être très bien protégé, rare ou encore important pour les connectivités. Donc ça c'est à définir, mais réglementairement, ça va être ce qui est protégé. Et donc à ces niveaux-là, on peut évaluer la biodiversité, donc les habitats naturels ou les espèces à enjeu, plus précisément selon leur composition, leur structure, leur fonction. Ensuite, donc dernière étape de la construction de ce cadre, ça a été d'essayer de pointer un petit peu plus et de formaliser un peu plus l'évaluation selon des critères. Et ces critères, on en a sélectionné 7 qui sont déclinés des 3 grandes dimensions et qui font référence en fait aux 3 grandes dimensions selon lesquelles on peut évaluer la biodiversité. Donc, pour la composition, il y aura la diversité des habitats et des espèces naturelles présents, leur patrimonialité et leur représentativité dans le périmètre plus élargi. Pour ce qui est de la structure, on a gardé un critère de structure de la végétation et un critère de connectivité, de fragmentation qu'on évalue plutôt à l'échelle paysagère. Et enfin, pour les fonctions, donc un critère de fonctionnalité qu'on restreint ici, comme c'est très large, la capacité des sites à accueillir les cycles écologiques des espèces, les spécialisations des communautés, la qualité du sol, et j'ai oublié de mettre ici aussi des aspects de maturation des milieux. Voilà, donc ça a été pour la construction finalement de ce cadre et comment on peut organiser l'évaluation de la biodiversité.
Et ensuite, donc l'étape d'après, ça a été de rechercher des indicateurs précis finalement qui permettent concrètement d'évaluer la biodiversité selon le cadre qu'on propose. Cette recherche, elle a eu les contraintes de recherche qu'on s'est fixées, ça a été que les indicateurs puissent évaluer la biodiversité présente sur les sites, mais également les changements de biodiversité qui sont causés par les impacts ou les mesures compensatoires. Également, on a fait le choix de garder que des métriques quantitatives pour garder finalement un maximum d'informations qui seraient transparentes et objectives. Et également, il faut que les indicateurs ils puissent être utilisables dans le contexte de la compensation écologique, c'est-à-dire un contexte où il y a des limitations financières, techniques et temporelles. Donc on a pu faire une présélection, donc je ne l'ai pas mis là, mais c'était environ 170 indicateurs qui pouvaient potentiellement être éligibles. Et les sources qu'on a utilisées, c'était de la littérature scientifique, d'autres méthodes qu'on avait déjà d'équivalence qu'on avait déjà étudiées, ou d'autres méthodes d'évaluation de la biodiversité. Donc 170 indicateurs, ça faisait beaucoup trop. Donc finalement, une quatrième étape, ça a été de sélectionner parmi cette présélection d'indicateurs, en sélectionner un lot qui serait nécessaire et suffisant pour bien arriver à quantifier la biodiversité, pour ensuite arriver à déterminer sur ces indicateurs l'équivalence. Donc cette sélection, elle s'est faite selon 2 filtres. Un filtre d'opérationnalité, donc où on a retiré des indicateurs s'ils n'étaient pas assez opérationnels, et c'était selon des critères qualitatifs d'opérationnalité. Et un filtre plutôt quantitatif, où on a, pour un seul des niveaux, le niveau un peu plus général où j'avais plus de données, j'ai fait une corrélation entre tous les indicateurs pour arriver à voir ceux qui donnaient une information redondante, et donc de ne garder que des indicateurs qui ne donnent pas d'informations redondantes. Les données que j'ai utilisées pour faire cette analyse des corrélations, c'est des données issues de 3 grands projets, voilà, ici, que je ne vais pas détailler ici. Donc finalement, cette sélection, elle a amené à garder une quarantaine d'indicateurs pour le premier niveau un peu général, quarantaine pour le niveau d'habitat naturel et une trentaine pour le niveau espèce, sachant que c'est un nombre maximal d'indicateurs parce que le cadre méthodologique a vocation à être adapté à un grand nombre de cas. Et donc, plus les cas sont simples, on va dire, moins il y a besoin d'utiliser d'indicateurs pour renseigner. Donc c'est vraiment plutôt un panel assez maximum. Voilà, donc je suis peut-être un peu en avance, je ne sais pas. Je vais peut-être parler un petit peu vite. Mais donc là, je vais essayer un peu plus de me poser pour essayer de replacer ce cadre d'évaluation-là dans une démarche qu'on pourrait mettre en place lorsqu'on met en place des mesures compensatoires. Donc sur le site qui va être impacté, on peut, avec le cadre d'évaluation que je viens de présenter, on peut évaluer la biodiversité qui est présente, faire un diagnostic. Voilà, donc ça correspond un peu à avoir une idée de la biodiversité qui peut être dite ordinaire. Et ensuite faire des focus sur les habitats naturels à enjeu ou les espèces à enjeu qu'on a identifiées. Donc il y a autant de focus que d'habitats naturels ou que d'espèces à enjeu. Donc une fois que ça c'est fait, il y a une phase qui consiste à prédire la valeur des indicateurs qu'on a trouvés, selon la nature des impacts, selon leur ampleur, selon la connaissance qu'on a des milieux et des espèces. Et donc arriver à prédire après l'impact ce que vont devenir les valeurs de ces indicateurs. Ce qui permet en fait d'avoir les pertes. Et donc une fois qu'on visualise assez bien ces pertes, on peut identifier des besoins en compensation qui amènent à toute une recherche de sites compensatoires, mais que moi je prends pas, que je développe pas dans le cadre de cette méthode. Mais ensuite il y aurait le site compensatoire le site compensatoire à évaluer avec le même cadre d'évaluation. Et
une prédiction de la valeur des indicateurs qu'on pourrait obtenir avec les mesures compensatoires que l'on souhaite mettre en œuvre. Et donc qu'on peut également voir les différents gains possibles selon les différentes mesures compensatoires pour calculer des gains. Ensuite, la comparaison de ces pertes et ces gains constituerait une sorte de tableau de bord sur lequel, de façon assez transparente et objective, on pourrait voir si chaque indicateur est soit à l'équilibre, soit en perte nette, soit en gain net. Et donc, ensuite, l'étape finale et une des plus importantes sera d'arriver à trouver des règles ou des hiérarchisations ou en tout cas guider une interprétation de ce tableau de bord-là pour obtenir une équivalence, pour arriver à dire si de façon globale le projet, les mesures compensatoires permettent d'être équivalentes aux impacts. Voilà, donc moi, ce qui reste à faire et qui est en cours dans mes travaux de thèse, c'est d'évaluer et de caractériser toutes les incertitudes qu'on peut avoir quand on prédit ces valeurs-là, et cette étape-là également. Donc je vais finir par dresser quelques avantages et quelques limites du cadre que je propose. Donc les avantages, c'est ici, standardisé, reproductible et adapté à de nombreux cas. Évaluation en entonnoir qui permet à la fois de prendre en compte la biodiversité ordinaire et la biodiversité en jeu. Une évaluation quantitative qui permet néanmoins de garder quelque chose d'assez objectif et transparent. Et puis, on peut regarder selon chaque indicateur, en fait, que ce soit assez direct. Et puis, donc ce cadre-là, il pourrait être utilisable quand on veut dimensionner, dans la phase de dimensionnement des mesures compensatoires, mais également ensuite pour les suivre et pour voir si le gain à long terme est bien respecté. Donc par contre, il n'est pas vraiment adapté au milieu aquatique et marin, en l'état en tout cas. Il y a encore beaucoup de dires d'experts qui doivent être mobilisés, notamment pour des indicateurs spécifiques à des espèces ou des milieux au vu de leur diversité. Également pour la prédiction, actuellement, elle reste quand même essentiellement à dire d'experts, il y aurait à travailler là-dessus. Et enfin, il y aurait une étape d'interprétation des résultats de la méthode pour arriver à se positionner sur l'équivalence ou non. Voilà, ce ne serait pas une méthode qui dirait, bien sûr, l'équivalence est atteinte ou non, elle n'est pas atteinte. Voilà, il y aurait quand même à réfléchir sur les résultats du cadre méthodologique. Voilà, je vous remercie de votre attention.